Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Au sommaire de cette édition, on ouvrira ce 13h avec ce tête-à-tête Alassane Ouattara, João Gomes Cravinho, le ministre portugais des Affaires étrangères. Outre le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, le Portugais a évoqué avec le chef de l'État la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région ainsi que les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. La 9e Assemblée générale de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, qui a démarré mardi dernier, s'achève ce jeudi 6 juillet. Pendant 72 heures, les experts, producteurs et bailleurs de fonds ont passé en revue les capacités de production rizicole du continent africain. L'objectif à terme, c'est de produire au moins 56 millions de tonnes. Des terroristes ont mené une attaque hier à Sorga, dans l'est du Burkina Faso, en faisant une quinzaine de morts parmi les civils. S'en est suivi un départ massif des habitants fuyant les incursions des groupes armés. Les assaillants qui ont attaqué le village au petit matin à bord de motocyclettes ont également fait plusieurs blessés. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le ministre des Affaires étrangères du Portugal. La visite de João Gomes Cravinho s'inscrit dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire ainsi que du renforcement des excellentes relations de coopération entre les deux pays. Jérôme Kofi Aboula. À Abidjan, dans le cadre de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho, rend visite ce mercredi au palais présidentiel. Il y rencontre le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une occasion pour le ministre portugais d'échanger avec le chef de l'État ivoirien sur le renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité d'écouter de la part de son Excellence le Président de la République sa vision sur la région, sur toute la région, sur l'état de l'économie et les perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que le Portugal peut avoir un rôle à jouer, soit dans les relations entre la région et l'Union européenne, soit aussi dans la promotion du développement et de la croissance au Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les dernières années ont été des années excellentes en ce qui concerne la croissance, ce qui est très attirant pour les entreprises portugaises. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, on verra de plus en plus d'entreprises portugaises présentes. Le ministre portugais des Affaires étrangères fait savoir en outre que la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan constitue un symbole fort pour parler de l'importance que les deux pays accordent à leurs relations. Et puis en bref et en images, les ministres ivoiriens et portugais des Affaires étrangères ont exprimé leur engagement commun à dynamiser la coopération économique, politique et sociale. C'était lors d'une réunion que vous voyez là en images, une réunion à laquelle ont pris part les deux délégations. L'objectif clairement affiché est le raffermissement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. La 9e Assemblée générale de la Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, qui a démarré mardi dernier, s'achève ce jeudi 6 juillet. Pendant 72 heures, les experts, producteurs et bailleurs de fonds ont passé en revue les capacités de production rizicole du continent africain. L'objectif d'ici à 2030, c'est bien la production d'au moins 56 millions de tonnes de riz par an, rien qu'en Afrique subsaharienne. Le reportage de Léon Brokwame. 32 millions de tonnes de riz par an, la production de l'Afrique encore loin de l'ambition d'un continent autosuffisant en riz à l'horizon 2030. Face aux besoins croissants de consommation, experts, producteurs et bailleurs de fonds également unanimes sur la nécessité de doubler cette production de riz. Comment tenir ce pari au regard des changements climatiques, du sous-financement et de la sous-mécanisation? Voilà qui convoque la 9e Assemblée générale de la Coalition africaine pour le développement de la riziculture. C'est à peu près 20% de riz cultivé en Afrique subsaharienne qui est de riz irrigué. Cette superficie, si on peut l'augmenter, parce que les zones rizicoles irriguées, on peut réaliser des rendements allant jusqu'à 8 tonnes, jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Au menu donc, partage d'expériences avec ceux des 32 pays membres de la coalition
qui tendent vers l'autosuffisance en riz, tels le Nigeria ou la Tanzanie. Promotion du développement durable de la riziculture et du partenariat public-privé. Sur ces questions, la Côte d'Ivoire, dont le plan national de développement accorde une place de choix à l'agriculture et notamment à la riziculture, est favorable, tout comme le Japon, principal bailleur de fonds. Nous avons 3 modalités d'appui. L'assistance technique, des dons que nous faisons au pays. Également, nous octroyons des prêts. Cette manière consolidée-là nous permet éventuellement d'accroître la production du riz. Dans un contexte mondial marqué par une inflation rendant difficile l'accès aux différents facteurs de production, semences, engrais, équipements, etc. Nous pouvons nous réjouir de l'intégration de nouveaux pays membres, mais également celle de nouveaux partenaires de développement qui nous offrent plus d'alternatives. Bien évidemment, l'implication des communautés économiques régionales pour assurer la cohérence et la synergie des interventions. Objectif, au moins 56 millions de tonnes de riz par an en Afrique subsaharienne, avec doublement de la production africaine de riz d'ici à 2030. Le comité de concertation État-secteur privé engage la réflexion sur le type de partenariat entre l'État et le secteur privé afin d'intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans le dispositif de management des entreprises. Les réponses seront connues courant novembre prochain à l'issue de la 6e édition de la journée du partenariat. Les détails avec Lanside Bakayoko. Les forces vives de l'économie ivoirienne, du public comme du privé, ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. La niche à exploiter, la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Il s'agit pour le secteur privé d'intégrer les préoccupations sociales et écologiques des populations dans les activités opérationnelles, notamment au niveau des stratégies de management. C'est tout l'enjeu de la journée du partenariat de novembre prochain à Abidjan. La plateforme nationale de concertation État-secteur privé, capitalisant sur sa riche expérience acquise au fil de ces années, entend plus que hier jouer un rôle majeur dans l'accompagnement et le dialogue stratégique avec le secteur privé, afin que celui-ci se développe et s'accroisse le plus rapidement possible pour pleinement apporter sa contribution aux ambitieux objectifs socio-économiques de notre pays. Qu'il s'agisse des grandes entreprises, des PME ou même des TPE, il y a divers leviers qui peuvent être activés afin d'améliorer le bien-être des salariés, mais également la qualité globale des filières d'approvisionnement et de sous-traitance. Ce sont entre autres l'interaction avec les parties susceptibles d'être affectées par les activités et les différentes mesures de soutien, en l'occurrence économiques. Ces défis ne pourront être relevés que grâce à un partenariat encore plus renforcé, rénové et dynamique dans un esprit gagnant-gagnant. Le contrat social qui découle de la Côte d'Ivoire solidaire porte sur l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations à travers la réalisation de projets qui se traduisent en termes de consolidation des indicateurs sociaux d'accès à l'électricité, à l'eau potable, à des services de qualité et à la protection sociale. Cette journée nationale du partenariat, initiée par le comité de concertation État-secteur privé, vise à renforcer l'impact de l'action gouvernementale en matière de politique sociale après les performances économiques enregistrées durant ces 10 dernières années. Un reportage de Lanside Bakayoko et Barnabé Conan. C'est une formation sur le crédit bail qui se tient à l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire. C'est à l'intention d'une trentaine de juges et substituts de procureurs qui pourront ainsi bénéficier de renforcement de capacités sur les responsabilités contractuelles entre les institutions financières et les entreprises. On en sait plus avec Didier Nguès. Des hommes et des femmes de droit en formation sur le crédit bail. L'Institut national de formation judiciaire et la Société financière internationale SFI veulent promouvoir cette forme de financement auprès des juges, avocats et autres substituts du procureur. Cette section vise à renforcer vos capacités à l'effet de
d'une maîtrise de l'évolution du droit des affaires en relation avec le crédit bail dans notre pays, d'une appropriation surtout des caractéristiques et des éléments fondamentaux du traitement du contentieux, d'une connaissance du rôle, tant du juge que celui du procureur, en matière de récupération du bien en cas de défaillance du prêteur. 7 banques et 2 institutions spécialisées actives opérant sur le marché ivoirien. Selon le rapport annuel de la Commission bancaire, le crédit bail en Côte d'Ivoire représente environ 1,77% de l'ensemble des crédits alloués aux entrepreneurs. Le crédit bail est pour les entreprises ce qu'est la location à longue durée pour les particuliers, c'est-à-dire l'usage d'un bien matériel contre paiement de mensualité avec la possibilité de rachat en fin de location. Encore embryonnaire dans le système financier local, il ne demeure pas moins un moyen de soulagement des PME. Le nombre des institutions financières qui offrent le crédit bail est passé de 4 en 2015 à 10 en 2022. Quant aux encours de crédit, au 31 décembre 2021, le montant cumulait 220 millions. L'intégrité et le respect des engagements contractuels et juridiques souscrits doivent être surveillés, encadrés et protégés par la justice pour assurer au crédit bail sa mise en œuvre efficiente. 30 personnes prennent part à cette formation, la deuxième du genre, sur le crédit bail à l'Institut national de formation judiciaire. Du côté de Yezimala, à quelques 25 km de Bondoukou, les populations ont célébré les 80 ans de la première école primaire du village. Un anniversaire célébré en présence du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Occasion donc pour le ministre d'État d'inciter l'ensemble des habitants de la localité à scolariser les enfants. Depuis Yezimala, le reportage d'Herman Yamia. C'est en 1942 que la première école du village de Yezimala fut construite. 81 ans après, les fils et filles de cette sous-préfecture située à 25 km de Bondoukou ont décidé de célébrer les 80 ans de cette école qui a permis à plusieurs d'entre eux d'être aujourd'hui des cadres du pays. La première école construite à Yezimala fut une école à caractère régional et la seule située sur l'axe Bondoukou-Bouna. Elle a contribué de manière significative à l'éducation et à la formation de bien de cadres de Côte d'Ivoire. Elle recevait les enfants de plusieurs villages, proches ou éloignés. La célébration des 80 ans de la première école primaire de Yezimala, selon le président de la mutuelle, constitue un prétexte et une opportunité pour son organisation de faire un état des lieux de l'école, d'identifier les défis à relever pour ouvrir des perspectives dynamiques susceptibles de répondre aux besoins de développement de la communauté éducative et des populations de la sous-préfecture de Yezimala. De quoi réjouir le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, qui exhorte aussi les parents d'élèves à scolariser tous leurs enfants, filles comme garçons. Chers parents, l'école nous ouvre la voie du succès et nous devons donc envoyer nos enfants à l'école. Et si aujourd'hui, nos parents ont décidé de fêter les 80 ans de l'école, c'est parce que certainement cette école a produit des enfants qui posent des actes nobles et qui sont devenus des personnalités dans ce pays. 80 ans après l'ouverture de la première école primaire, Yezimala compte aujourd'hui 3 écoles primaires, une école maternelle, un lycée moderne et un collège privé. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a fait don d'une ambulance flambant neuve au centre de santé de Yezimala. Et c'est le sous-préfet de la localité qui a réceptionné les clés du véhicule. Et cette année encore, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rendu hommage aux femmes de son département. Cet événement qui a eu lieu à Abidjan, à l'auditorium de la Kestab au Plateau, est à sa 2e édition. C'était aussi le lieu d'expression, d'engagement fort autour de l'école ivoirienne. Franck Quadio, Tatiana Bonou. Les femmes du secteur de l'éducation nationale en fête, loin des salles de cours et des administrations, une édition hommage à elles dédiée à l'auditorium de la Kestab. Elle constitue pour nous un moment privilégié, une occasion exceptionnelle d'échange et de partage avec vous, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Se faire plaisir, mais aussi célébrer le labeur. Illustration, remise de cadeaux aux femmes de l'éducation nationale et de l'alphabétisation.
La ministre Mariatou Kone, au-delà de la célébration, rappelle le rôle stratégique de ces femmes qui ont dédié leurs compétences à l'éducation-formation. Chères femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'école est une affaire de tous. En tant que technicienne de l'éducation ou de l'administration, vous avez un rôle à jouer dans la complémentarité et la synergie entre l'école et la famille, dans l'éducation de nos enfants. Vous, en tant que mère, votre place demeure aussi importante. Des femmes mises en mission pour le rayonnement de l'école ivoirienne, cet hommage est à sa 2e édition après celui du 4 juillet en 2022. On va à présent parler alphabétisation, le 2e pan du MENA. Après quelques mois d'apprentissage en lecture et en écriture, on a assisté cette semaine à la sortie officielle de plusieurs dizaines de femmes de l'IEP de Cocody à Toban. Elles parlent désormais autonomisation et elles sollicitent un financement de leurs activités génératrices de revenus. Un reportage de Frédéric Oulaye, commenté par Didier Nguès. Défilé et danse pour célébrer la fin de leur session d'apprentissage en lecture et écriture. Avec ces cours d'alphabétisation initiés par l'inspection d'enseignement primaire de Cocody, des opportunités s'ouvrent pour ces femmes, notamment l'accès à l'information et l'utilisation du numérique. Ça fait 2 ans maintenant que j'apprends à lire et à écrire. Et c'est vraiment très important parce qu'actuellement, là, je sais lire, je sais écrire, je peux me débrouiller dans la rue. Quand on écrit des choses, j'arrive à lire et à écrire. L'alphabétisation est un facteur d'autonomisation. Les femmes veulent davantage relever leur niveau d'instruction en vue de faciliter leur prise en charge à travers des activités économiques. Les promoteurs se réjouissent d'avoir levé un coin de voile sur l'alphabétisme. Pour vraiment accompagner tous les efforts consentis par le gouvernement en matière d'alphabétisation. Surtout que le ministère aujourd'hui s'appelle ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette cérémonie s'inscrit donc dans cette veine. Les différents centres se sont réunis aujourd'hui. J'ai bien voulu comme ça magnifier les apprenantes et les apprenants qui ont vraiment voulu choisir cette voie pour sortir de l'ignorance. En Côte d'Ivoire, un rapport de la Banque mondiale de 2018 révèle que le taux d'alphabétisation chez les femmes de plus de 15 ans est de 40,15% contre 53,6% chez les hommes. L'ODDF, c'est Organisation de défense des droits des femmes et réseau en Côte d'Ivoire. Elles se sont réunies, ces organisations, au sein d'une plateforme et une cartographie a été élaborée avec le soutien de CARE International et de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces organisations bénéficient d'opportunités de formation et de financement. Les précisions de Jean-Marc Djedji. La cartographie des organisations de défense des droits des femmes et réseau en Côte d'Ivoire, ODDF et réseau. Le projet qui procède de longues consultations avec les ODDF et réseau prend aujourd'hui corps. Notre association sera plus visible et sera plus connue et va permettre aux personnes en situation de handicap de savoir où s'orienter en cas de difficulté dans leur vécu quotidien. Cette cartographie permettra de mettre en place une base de données pour une meilleure connaissance et une solide synergie d'action entre organisations de défense des droits des femmes et réseaux. Organisations partenaires techniques, financiers, institutionnels et organisations de la société civile se félicitent de cette plateforme numérique qui fera l'objet d'une campagne de communication pour sa vulgarisation. C'est un outil qui est utile non seulement pour les organisations de la société civile, mais également pour les partenaires techniques et financiers. Et au niveau du ministère également, cet outil-là est très important parce que ça permet d'avoir une cartographie de toutes les organisations qui travaillent sur les questions de genre et d'équité en Côte d'Ivoire. L'Impact, ça va être une société civile avec des organisations de défense des droits des femmes qui vont être plus efficaces dans leur plaidoyer auprès des femmes pour que les femmes connaissent leurs droits, auprès des autorités nationales pour faire remonter les défis que connaissent les femmes et pour pouvoir aussi être force de proposition. Les ODDF et réseaux sont les organisations locales de défense des droits des femmes
et des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables. Ces organisations sont en charge de l'exécution du projet. VLFCI, FENA, Voix et Leadership des femmes en Côte d'Ivoire, Femmes en avant. Projet visant à améliorer la gestion, la gouvernance et la durabilité des ODDF et réseaux. Le projet FENA est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par CARE International en Côte d'Ivoire. Najat Vallaud-Belkacem a été ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement français en 2012. Cette femme politique de poigne était cette semaine l'invitée de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Elle a pu exposer sur son parcours, son engagement en politique et les ingrédients pour être un excellent leader politique. Moussa Konaté, Gilles-Cédric Tonia. Face à ses auditeurs de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, Najat Vallaud-Belkacem expose sur l'engagement des jeunes en politique. L'ex-ministre français partage son expérience de femme leader et de combat politique. Elle nous a parlé des points qui sont vraiment essentiels pour nous autres jeunes, qui est vraiment la résilience que nous engageons pour des valeurs, pour nos convictions. Il fait que nous puissions comprendre que ce ne sera pas facile. Les femmes doivent véritablement s'engager en politique. Nous ne devons pas avoir peur, parce que quand on veut changer les choses, on s'engage. Former des jeunes leaders, une jeunesse engagée en politique de façon responsable, l'un des objectifs de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. Vous savez que près de 30% des auditeurs de l'Institut sont des jeunes femmes et nous pensons que son parcours peut être inspirant pour ces jeunes filles. Mais au-delà, elle a occupé des responsabilités importante, porte-parole dans le gouvernement français, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, ministre des questions de femmes. Et toute cette riche expérience aussi peut inspirer ces jeunes. Et pour nous, ça rentre dans la droite ligne donc la vocation de l'Institut Amadou Gon Coulibaly. Au-delà des cours théoriques, c'est d'avoir des personnalités africaines, ivoiriennes ou internationales qui, de façon pratique, partagent donc leur expérience avec ces jeunes. Najat Vallaud-Belkacem séjourne en Côte d'Ivoire. Elle prendra part à la cérémonie de graduation des auditeurs de la deuxième promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Le ministère du Plan et du Développement procède en ce moment à l'installation des comités de suivi du PND, le Programme national de développement au niveau des districts. On se souvient du lancement officiel qui s'est fait récemment à Daloa par la ministre Nialé Kaba. Le comité de suivi du Bassa-Sandra vient d'être installé. Sam Conan, reportage. Programme national de développement 2021-2025. Le comité de suivi de sa mise en œuvre au niveau du district autonome du Bassa-Sandra installé. Il s'agira pour ce comité de veiller à la bonne exécution du PND dans le Bassa-Sandra. Il s'agira de façon spécifique pour les membres du comité de district de mettre en place des plans de travail annuels, d'élaborer des catalogues de projets et programmes qui déclineront des projets concrets qui vont contribuer au développement donc, de la région. Ce comité de suivi qui prend en compte les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro est présidé par le ministre-gouverneur Philippe Légré. L'exécution de ce catalogue de grands projets permettra sans nul doute l'atteinte de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, à savoir une Côte d'Ivoire solidaire. C'est également le suivi et l'évaluation des projets qui aideront les collectivités décentralisées et l'administration déconcentrée du district à atteindre de meilleurs résultats à l'effet d'améliorer les conditions de vie des populations. Du matériel informatique a été remis aux membres du comité de suivi du Programme national du développement dans le Bassa-Sandra. On quitte le Bassa-Sandra et allons-y dans le Tchologo où le conseil régional vient de tenir sa toute dernière réunion. Il a été question de dresser le bilan des actions menées et on note que plus de 20 milliards de francs CFA ont été investis pour le bonheur des populations. Depuis Kong, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Kong. Le premier magistrat de la cité historique accueille les hommes du président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara. C'est devant les forces vives de la région rassemblée que se tient la troisième et dernière session du conseil régional du Tchologo en ce qui concerne la mandature 2018-2023.
Kong et le reste du Tchologo se réjouissent des efforts consentis pour le mieux-être des populations. Des remerciements au nom de l'ensemble de la population pour toutes les actions que le président de la région du Tchologo ainsi que tout le conseil régional continue de poser au profit de nos parents et de nos populations. Nous attendons l'inauguration de certains édifices, dont je ne citerai que quelques-uns, le nouveau marché central, l'abattoir municipal, l'hôpital général, le lycée professionnel, l'héliport et l'aéroport en construction. Construction de bâtiments pour le corps préfectoral, de gendarmerie et de commissariat de police, etc. Plus de 20 milliards de francs CFA investis durant la mandature. Le cas de l'hydraulique, par exemple, nous sommes à peu près à 275% de réalisation. Au niveau de l'éducation, nos objectifs ont été atteints. Nous étions allés pour un objectif, par exemple, de 5 000 tables, mais nous sommes aujourd'hui en réalisation à plus de 8 000 tables en cours de mandat. Il en est aussi pour le domaine de la santé. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier que dans toutes les unités de santé de notre région, elles sont toutes munies d'une ambulance, ce qui est rare. Et ça encore, c'est grâce au leadership de notre président du conseil régional, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Kong qui abrite le CLAP de Fin, le département a bénéficié de plusieurs infrastructures à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Les conseillers rassemblés ont donné quitus au bilan de la gestion Téné Birahima Ouattara. C'est reparti pour Ozo Vacances, l'émission par excellence de RTI 1 pour les tout-petits. La première manche éliminatoire, c'était hier mercredi au Palais de la Culture de Treichville. Et vous allez le voir, c'était le rendez-vous du bonheur pour ces enfants qui ont fait le déplacement. Retour sur l'ambiance de cette première manche avec Khalil Diomandé et Serge Collier. Elle était visiblement très attendue. Ozo Vacances, l'émission culte des tout-petits, reprend du service. Après une année scolaire studieuse, les enfants renouent avec l'ambiance chaleureuse du Palais de la Culture, Bernard Dadier. Ça me plaît d'être à Ozo parce qu'il n'y a pas tous les jours la chance de venir à Ozo. Je suis très heureux d'être à Ozo. Tata Naomi m'a manqué, Ozo m'a manqué. Lorsque Tata Naomi et l'artiste Roselyne Layo s'invitent sur la scène, l'ambiance monte d'un cran. Enfants et adultes sont dans l'effervescence de Ozo Vacances. Top départ pour une nouvelle saison pleine de rebondissements. On est très contents d'être ici. Vive Ozo! Cette année, nous les mamans, on est venus soutenir nos enfants. Tata Naomi, tous ceux qui sont à la RTI, nous vous disons merci. La joie des retrouvailles est aussi partagée par Tata Naomi. L'animatrice vedette annonce une édition 2023 époustouflante et pleine de surprises. Plusieurs innovations pour la saison 2023. On aura bien sûr des artistes qui vont prester avec des enfants. Le petit génie qui va se passer avec des tablettes grâce à la DSI. Et puis on aura des artistes qui vont nous réserver des surprises. Il ne faut absolument pas manquer Ozo Vacances 2023. Ozo Vacances, c'est l'expression du talent à l'état pur. L'expression du talent, c'est bien ce qu'ont démontré les différentes équipes en compétition pour cette première manche éliminatoire. Plus de 2 heures de spectacle au cours duquel savoir-faire intellectuel et artistique se complètent. Une variété de prestations pour le bonheur du public. J'aime le playback parce que les enfants aiment imiter les artistes et danser, c'est chic. C'est les ministères de Niakara qui vont gagner. Il y a tout à Niakara. Il n'y a pas mieux. Au terme de cette première manche, les ministères de Niakara se placent en tête du podium avec un total de 976 points, suivi de la nouvelle génération d'Anyama. Ils décrochent ainsi leur passeport pour les demi-finales. La deuxième manche éliminatoire est prévue le 12 juillet prochain. Les tickets sont disponibles en ligne via le site web www.cypressticket.com.
Une grande joie qui laisse malheureusement place à une triste nouvelle. On l'a appris tôt ce matin, la vedette du petit écran, l'ex-présentatrice JT à la RTI, Awa Eoura, vient de nous quitter. Malade depuis quelques années, la journaliste a finalement succombé au diabète qui la rongeait. La Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre une icône qui aura fait les beaux jours du journal télévisé en Côte d'Ivoire. Adieu, cher Awa. Des terroristes ont mené une attaque hier à Sorga, dans l'est du Burkina Faso, faisant une quinzaine de morts parmi les civils. S'en est suivi un départ des habitants fuyant des incursions des groupes armés. Les assaillants qui ont attaqué le village au petit matin à bord de motocyclettes ont également fait plusieurs blessés. L'attaque a été confirmée par des sources sécuritaires selon lesquelles des opérations de sécurisation sont en cours. Les violences ont fait depuis 8 ans plus de 10 000 morts civils et militaires selon des ONG et plus de 2 millions de déplacés internes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.